Oui, merci Hervé. Merci pour ce beau témoignage. Alors, on n'a pas tout compris, mais on a essayé de suivre. Et c'est vrai que tu as quand même parlé avec ton cœur de choses qui sont quand même assez techniques et qui nous font découvrir un monde qui n'est pas tout à fait le nôtre, qui sera certainement celui des gens qui nous suivront, de nos enfants et de nos petits-enfants. Ce qui m'intéresse, c'est l'évolution de l'homme. Parce que tu es né, comme moi, dans le milieu agricole, loin de toutes ces problématiques. On nous a appris dans les écoles d'agriculture un certain nombre de certitudes qui ne sont pas du tout celles que tu as développées. Et je voulais savoir comment tu as pu construire ce cheminement qui t'a amené à aller bien au-delà de ce que tu devrais être aujourd'hui. Ce qui m'a emmené au numérique, c'est pas la techno sur mon exploitation, parce que ceux qui me connaissent, qui sont d'ici, savent que la mécanique et moi, on n'est pas vraiment copains. Donc c'est pas par là que j'y suis venu. Je vous ai parlé tout à l'heure, quand j'ai parlé d'exploitation puis du troupeau, il y a eu la passion et puis il y a eu le goût de la communication. Faire des concours avec les vaches, c'est d'abord vouloir communiquer. Et je suis venu au numérique par la communication. Et de fil en aiguille, je suis arrivé aux réseaux sociaux. Je pense que vous l'avez compris, là. J'ai jamais conçu, moi, la communication sur les réseaux sociaux comme quelque chose de virtuel, mais comme un créateur de liens dans la vraie vie. Et ça m'a permis de formidables rencontres. Et c'est à travers toutes ces rencontres, tous ces échanges, que les choses se sont faites, se sont construites. Après, c'est d'avoir... parce que bon, la plupart parmi vous, un certain nombre me connaissent, vous savez que je peux partir en live de temps en temps. J'ai quelques garde-fous qui me permettent de me ramener les pieds sur terre. Vous l'avez compris aussi, il y a la première, c'est Christine, qui sait me ramener les pieds à l'épitardière. Puis des fois, il y en a besoin. C'est Philippe, qui m'aide beaucoup ici. Alors, en étant canalisé un peu comme ça, on arrive à construire, à faire valider quelque chose, puis à avancer. Puis au fur et à mesure qu'on les porte de l'une à l'autre, on arrive à ça, sans certitude. Jamais j'affirmerai que ce que je dis là sera vrai dans 20 ans. Je pense qu'il y a des choses qui se réaliseront. Je me dis, ma foi, j'ai la chance de pouvoir le faire. J'ai des gens qui me font confiance pour le faire. J'ai cité Joël qui m'a fait confiance à venir auprès de lui au début des années 2000, Christian. C'est des gens qui comptent beaucoup pour moi, ils le savent. Même si leur humilité, ça va la trahir un peu, mais c'est pas grave. Sans leur confiance, j'aurais pas pu faire tout ça. Des moments, ils se demandent vraiment où je vais, mais ils me font confiance malgré tout. Et tout ça permet de faire avancer les choses. Après, il y a des gens qui sont moins proches. J'ai cité à plusieurs reprises Émilie. Rien ne devait nous faire rencontrer avec Émilie. Rien. On est d'univers complètement différents. Il se trouve que, par le CERA, j'ai eu occasion d'assister à la conférence de Michel Maffezoli. L'amitié de Jean-Michel a fait qu'il m'a invité à la table de Boignard à discuter avec Maffezoli. Il se trouve que Émilie est une disciple, je pense qu'on peut le dire comme ça, de Michel Maffezoli. On a échangé là-dessus. Donc après, on crée du lien et puis on phosphore. Et à force de phosphorer, on se construit. C'est aussi simple que ça. Oui, merci Hervé. Je lisais ce matin, là, il y a le CIMA à Paris, là, et tout le monde anticipe le potentiel de développement de l'agriculture. Je voudrais que tu m'éclaircisses à un certain niveau. Ils font, je lisais, ils ont le data agricole, comment éviter le hold-up par rapport au GAFA. Et je voudrais que tu m'éclaircisses. Tu parles à la fois de réseau, après on parle de réseau de confiance, et si on va au-delà, la blockchain, c'est au-delà de la confiance, d'après ce que j'ai compris ce soir. C'est-à-dire que le potentiel des data avec toutes les bases de données font que on va au-delà de la confiance. Donc c'est un petit peu... Alors, j'ai évoqué aussi à plusieurs reprises la façon dont se sont construites les organisations agricoles. Et c'est une partie, enfin, c'est la structuration du puzzle. Il se trouve que des données, il y en a un peu partout. Elles sont toutes isolées.
Toutes ces données isolées, il va falloir les lier, de toute façon. Il y a plusieurs façons de les lier. Ça, quand Giorgini va venir en fin d'année, il vous le dira beaucoup mieux que moi. La façon qu'on connaît actuellement pour les lier, avec notre structuration très cartésienne, c'est de les mettre de façon pyramidale, de les lier, de créer du lien avec une, avec l'autre de cette façon-là. Et c'est comme ça qu'on crée des hubs très concentrationnaires. Tout le monde veut être le chef au milieu d'un hub. Bah oui, forcément. Et c'est comme ça que les GAFA se sont créés. Actuellement, partout dans tout ce qui a été créé chez nous, plusieurs, pour ne pas dire tout le monde, veut être le chef. Tout le monde pense à structurer, à organiser avant de penser à créer. Il faut d'abord commencer à mettre les données à pouvoir se lire, chacun chez soi, c'est déjà un sacré boulot. Et après, mais très vite, très vite, les faire se lier ensemble pour pouvoir réaliser des vrais algorithmes et les donner à manger au machine learning, là, qui sont les supercalculateurs qu'on a déjà un petit peu, mais qui vont nous arriver. Et la seule façon qu'on aura d'éviter le hold-up, c'est de s'organiser, nous, pour les créer ensemble. Et la seule façon qu'on aura de les créer, c'est en réseau collaboratif maillé, mais pas avec un qui domine. Parce que le temps qu'on se bagarre à savoir celui qui se domine, les autres auront fait le boulot. Et la seule façon de le faire en réseau collaboratif de maillé, et que tout le monde s'y retrouve, que personne ne soit lésé dans l'affaire, c'est de les lier par de la blockchain, qui est un lien automatique. Alors, le protocole d'accord, c'est pas la blockchain qui va le faire, mais quand il sera mis en place entre 2, entre 3, entre 4, c'est elle après qui va l'automatiser. Ça répond à peu près à ta question? Mais je suis pas sûr qu'on va y arriver, hein. Parce que comme on avance toujours par rupture successive, la seule question qu'on peut se poser, est-ce que celle qu'on vit maintenant, la crise dans laquelle on est suffisante pour qu'on prenne conscience qu'il faut le faire? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est encore pas rendu assez loin. Hervé, oui, tu pourrais nous en dire un peu plus sur les objets connectés? Alors, les objets connectés, il y en a de plusieurs sortes, et puis on est qu'au début de ce qu'on va avoir. On en a un peu partout. J'ai cité Jérôme aussi, le CEO de Winat, qui est une des startups d'affaires digitales qui est là. Lui, il fait de l'objet connecté. Il fait des sondes capacitives qu'on met en terre, qui nous donnent, en terre et dans l'air d'ailleurs les deux, qui nous donnent un certain nombre d'indications sur l'humidité du sol, sur telle et telle caractéristique du sol, sur la température, sur la pluviométrie, un certain nombre d'autres. Et ça, c'est des objets connectés. Le but d'un objet connecté, c'est quoi? C'est de collecter du data. On a de la même façon des sondes des bolus qu'on peut mettre dans la panse d'une vache, qui vont donner des indications, des colliers qu'on peut leur mettre, qui vont calculer la mastication, la rumination, des choses qu'on peut leur mettre à la patte pour savoir la vitesse qu'elles avancent, ou des choses comme ça. On peut en mettre plein comme ça. Ça crée du data. Et c'est l'interaction entre toutes les données qui sont mises par tous ces objets variés qui feront l'utilisation après de l'algorithme. Le but d'un objet connecté, c'est de créer de la data qui permettra après, à travers des algorithmes, de pouvoir donner une indication pour faire quelque chose. Ça peut aller assez vite. Ce qui ira beaucoup moins vite, c'est la robotique. Pourquoi la robotique ira moins vite? Parce qu'on n'est pas uniquement dans du numérique dans la robotique. Il y a quelqu'un qui est venu au CERA, qui est Laurent Alexandre. Si vous avez suivi une vidéo d'une audition qu'il a fait, je pense que c'est au Sénat, là-dessus, et il dit la robotique n'ira pas si vite, parce que dans la robotique, il y a de la mécanique et donc de l'industrie, et là, ça génère des coûts, et là, ça va beaucoup moins vite. Mais tout ce qui est numérique, objet connecté, ça peut aller extrêmement vite. Quand Rifkin parle du coût marginal zéro, c'est toujours dans ce qui est dématérialisé. C'est beaucoup plus compliqué dans ce qui est matérialisé. Moi, je voulais parler du mode de financement des GAFA, et donc face aux problématiques que tu évoques, et aux solutions surtout, face aux solutions que tu évoques, Hervé, qu'imagines-tu comme financement éthique, responsable, avec un impact, et quelle vision as-tu de la manière dont on peut réaliser 5 ou 6 axes visionnaires de ce que tu nous as évoqué, pour éviter de partir dans les modes de financement qu'on connaît, qui peuvent aussi générer des inégalités fortes?
Alors, la question vient des simples parce que on se connaît assez, on en discute assez avec Jérôme pour savoir. Ça, c'est une de mes inquiétudes. Pourquoi? Il y a deux choses qui caractérisent une start-up, une qui est évidente, qui est une entreprise qui développe un projet innovant. Ça, tout le monde a ça en tête. Il y en a une deuxième qui, à mon sens, est plus importante. C'est une entreprise qui a une progression fulgurante. Pourquoi c'est important? Parce que c'est à travers ce pari de progression fulgurante qu'on génère des levées de fonds qui sont contre tous les modèles économiques existants. C'est-à-dire que quand on fait une levée de fonds, c'est un pari sur l'avenir, un pari sur un chiffre d'affaires, sur un résultat qui sera là dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Et les investisseurs qui investissent dans des startups, ils investissent toujours dans un pool. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment que sur 10, il y en a 5 qui vont se planter, il y en a 3 qui vont réussir moyennement, il y en a une qui va réussir bien. Ils espèrent sur une licorne qui va elle, vraiment gagner beaucoup. Et l'enjeu, il est où? C'est que les gens, c'est à la limite celle qui se plante, c'est pas le plus grave pour l'économie globale. C'est celle qui réussit. Parce que suivant les gens qui ont mis l'argent dedans, celle qui réussit, les dividendes vont venir à eux. Et pour ce qui nous concerne, nous, mais ça peut être vrai dans d'autres professions, pour le monde agricole, c'est actuellement les startups, tu le sais, tu en fais partie, se développent complètement en dehors du champ de financement de l'agriculture. C'est-à-dire que si elles réussissent en dehors de ce champ de financement, je pense que tôt ou tard, elles mettront à mal les organisations. Ça m'inquiète beaucoup. Et là, il y a une vraie réflexion à avoir pour investir dans ce type d'entreprise. Si j'ai parlé tout à l'heure d'entrepreneuriat, je pense que c'est important d'en attirer à nous sans les phagocyter, ce que certains veulent faire. Parce que les phagocyter, c'est les tuer. C'est-à-dire les phagocyter, c'est-à-dire les accaparer directement. C'est ce qui nous permettra d'évaluer ensemble. Mais là, on a une page à écrire. On a des financements à trouver. Pour avoir rencontré des grands financeurs de l'agriculture, Unigrain pour pas le citer, qui est un des fonds d'investissement de l'agriculture, ils se sont essayés à financer des startups. Ils disent eux-mêmes, on s'est trompé parce qu'on ne sait pas faire. Donc il y a des entreprises spécialisées pour ça. Mais par contre, il faut qu'on investisse là-dedans. Et il y a c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on rentre pas le numérique dans nos vies, on rentre nos vies dans le numérique, on rentre nos professions dans le numérique, parce que c'est un cheminement intellectuel qui est différent. Et peut-être d'abord dans le financement. Et là, si on veut garder la maîtrise de nos propres outils, il va falloir qu'on revoie la façon dont on crée du lien avec les startups. Ouais, Hervé, moi je voudrais revenir par rapport à certains points dans ton propos. Effectivement, tu as toujours eu une longueur d'avance vis-à-vis de l'ensemble des agriculteurs, et c'est ce qui a fait la richesse dans ce département, de pouvoir justement avancer et donner des perspectives. Et on l'a bien vu avec Tech Élevage, notamment avec les startups. Quand on voit ce qui s'est passé cette année, ça a permis, y compris avec les chambres d'agriculture, d'aller encore plus loin. Et avec Philippe, je pense qu'on a tous partagé le fait que les collaborateurs des chambres d'agriculture ont vraiment touché du doigt et rentré dans le dispositif, alors qu'il y a quelques années, ça paraissait fumeux. Donc je pense qu'il y a quand même une évolution et qui permet véritablement, y compris dans nos organisations agricoles, et notamment par rapport au big data, qui, à un moment donné, va être en mesure de siffler la fin de la partie pour essayer justement d'aller dans cette approche collaborative. Ça, c'est une première question. Et deuxième élément, on est en campagne électorale, il va y avoir, et puis on a aussi des élus dans cette assistance, au conseil régional, avec l'IDI notamment. Comment on peut être capable d'arriver à faire comprendre à nos élus, hautement politiques, toute cette démarche que tu nous as présentée pour nous amener vers une politique de résultat, plutôt que d'être toujours sur cet aspect normatif qui est un moyen systématiquement de se rassurer politiquement, et comment on peut arriver à faire évoluer cela. Je me souviens trop ce que tu as fait quand on a présenté avec Axel Lemaire à Terre de Gym. Axel Lemaire, qui est quand même bien placé au secrétaire d'État au numérique, qui ne connaissait pas grand-chose à l'agriculture, qui a été scotché
sur les outils que nous utilisons justement pour le respect de l'environnement. Comment on peut arriver à convaincre le monde politique pour rentrer dans cette version plutôt que de prendre tous ces coups en permanence et qu'on est toujours nous sur la défensive. Et comment aussi, c'est ma troisième question, le lien avec les consommateurs, tu as fait allusion, et quand il y a eu l'étude agricole avec Lydie que tu nous l'as présentée, toutes les enquêtes, c'est cette relation producteur-consommateur. Et comment on peut arriver à casser ce système qui amène à disant il faut toujours le plus petit, etc. Et en réalité, c'est même pas des oppositions entre le bio, les produits de qualité, etc. C'est leur relation avec le consommateur. Voilà, c'est comment on peut arriver avec ces nouvelles technologies, faire qu'on puisse se rapprocher, notamment avec tous nos systèmes de production. Alors le premier, le faire. C'est ce qu'on a commencé, à initier ensemble. Alors en tâtonnant, il faut avoir beaucoup d'humilité en le faisant, parce qu'on peut se planter. Il faut accepter de pouvoir se planter, de prendre du risque à le faire. Quand on a ceux qui sont moins initiés, à travers nos concours de start-up, cette année, on a ouvert la possibilité aux collaborateurs de la Chambre d'agriculture, j'espère demain à d'autres organisations, de pouvoir participer eux-mêmes. Et donc après, de pouvoir monter leur projet à l'intérieur de l'entreprise. Là, on écrit la page avec eux. Ça demande énormément de confiance, parce qu'on ne sait pas vraiment où on va. Mais ça, ce que je veux dire à travers ça, c'est que je crois dans le faire, je crois dans le fait de le démarrer. Une initiative ici, je ne prétendrai pas que celles qui sont en Vendée soient les meilleures. Je ne prétendrai pas que ce soit les autres qui soient les meilleurs non plus. C'est ensemble, tout ce qui se prend comme ça, qu'on peut monter. C'est ça, là. C'est cette progression-là, là. Et toutes les initiatives qui sont prises, on arrivera à en faire sortir des licornes. La différence avec ce qu'on avait avant, c'est que quand ça se développe, ce qu'on appelle l'itération d'un projet, ça devient vite fulgurant, quoi. Et là la crainte que j'ai par rapport à la question que posait Jérôme tout à l'heure, les startups qu'il y a maintenant, qui ne sont pas liées directement à l'agriculture, je pense que celles qui vont vouloir se développer trop vite, certains sont en capacité de les tuer maintenant, jusqu'au jour où il y a celles qu'on ne verra pas venir. Et le jour où on se rend compte, c'est fini, c'est elle qui nous aura phagocyté. Donc c'est de créer ce développement par des initiatives un peu partout. On a une mine de compétences partout dans nos collaborateurs. Et dans nos collaborateurs, mêlés avec des compétences d'agriculteurs dans des groupes, et avec l'apport d'ingénieurs, des centres de recherche. Loin de moi l'idée de dire comme ça qu'il n'y a plus besoin de centres de recherche, mais c'est l'interaction dans les Living Labs tels qu'ils sont développés, Living Lab, laboratoire vivant, tels qu'ils sont développés au Canada notamment, il y a les trois grandes forces de savoir. Le savoir d'usage, le savoir militant, le savoir d'expert. Savoir d'usage, c'est celui qui utilise. C'est quand même le plus pragmatique pour savoir ce dont il a besoin, puis savoir vers où il faut aller pour guider un peu les choses. Le savoir militant, c'est de nous, organisation, c'est de fixer un cadre. Là, le champ, il est assez grand, vous allez là-dedans, mais là, on n'a pas le droit d'y aller. Parce que c'est pas en accord avec la déontologie, c'est pour plein de raisons. Et savoir d'expert, c'est l'expertise de tel et tel qui va apporter pour pouvoir mettre la bonne vis au bon endroit de telle et telle chose. Mais tout ça n'est pas étanche. Donc c'est de mettre en action ces éléments-là, mais de façon simple où on est, en faisant. Avec Aurélie, mais d'autres le font aussi, c'est ce qu'on essaye de développer dans ce qu'on fait. On s'est planté quelques fois, on a réussi quelque chose qui nous ont fait plaisir. C'est ce que j'ai vu en Afrique, qu'eux, ils font beaucoup. Alors pourquoi ils le font plus que nous? Parce qu'ils n'ont pas de passé. Donc ils passent directement du Moyen-Âge au XXIe siècle. Ce que Gilles appelle le leapfrogging, le saut de grenouille, c'est ça. Deuxième élément, ce que tu évoques sur les politiques. La question est délicate parce que à certains endroits, je suis assez brutal quand j'en parle. Là, j'oserais pas. Je pense que le colbertisme, le jacobinisme sur lequel on est encore maintenant est destructeur de la créativité. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est ce qui crée toute la structuration qu'on a, de laquelle il faut sortir. Tu as cité Axel tout à l'heure. Axel Lemaire, c'est le secrétaire d'État au numérique. On n'a aucune affinité politique ensemble.
Je m'en cache pas, elle non plus. Bon, on a beaucoup d'amitié l'un pour l'autre. Elle m'a fait l'amitié et l'honneur de faire la préface du livre. Elle fait partie des quelques-uns. On a la chance d'avoir un président de région qui en fait partie aussi, qui a compris ce qui serait le monde de demain. Dans les deux assemblées, allez, il y en a 10, 15, je pense que c'est tout, qui ont compris ça. Et ils ne sont pas forcément dans les arcanes des peu influences du pouvoir. Ce n'est pas les politiques, pour moi, qui sont les plus, qui m'inquiètent le plus dans l'affaire. C'est la mainmise de la fonction publique sur tout l'appareil étatique. C'est-à-dire tout ce qui a été formaté par ce qui est la filière dite d'excellence, Mathsup, Mathsp, Sciences Po, ENA, qui tient l'appareil. Quand on a reçu à Tech Élevage un ancien ministre de l'Agriculture, qui est Philippe Vasseur, quand il nous a dit comme ça, j'avais 2 directeurs, un à la DGAL, donc à la Direction Générale de l'Alimentation, et l'autre à la DGER, Direction Générale à la Recherche. Quand je leur ai dit comme ça qu'ils voulaient qu'ils travaillent autrement, on dit, Monsieur le ministre, vous passerez, nous on restera. Et j'ai réussi à les virer, mais ça a quand même été difficile, puis ils me l'ont fait payer. Le vrai problème, il est là. Lié au fait, après, que on ne veut pas punir, donc on met des règlements à tout va pour pas avoir besoin de punir, on sclérose tout. Donc ça, il va falloir le changer si on ne veut pas complètement disparaître. Le troisième élément, qui est lié au rapport aux consommateurs, je pense que là, on a un devoir de transparence. Et je pense que les marchés, il faut aller les conquérir. Je pense qu'il faut aller les conquérir et aller les conquérir avec transparence. Je le dis par endroits, je vais le dire là aussi, on a, nous, paysans français, aucune mission de service public de nourrir les Français. Aucune. Ça, c'est le rôle de l'État. Nous, on a le devoir de faire tourner nos entreprises, de faire des produits d'excellence et les vendre à ceux qui voudront les payer. S'il est à l'autre bout du continent asiatique, puis qu'elle a les sous pour les payer, le transport entre Saint-Nazaire et Shanghai ou Qingdao coûte 0. Coûte 0. Quand il y a 3 containers qui partent des ports là-bas, qui viennent chez nous, 2 repartent à vide. Les 10 plus grands ports du monde, 9 sont chinois, le 10e c'est Singapour. J'ai visité Qingdao. Si on prend Anvers, Rotterdam, Le Havre, Saint-Nazaire, Marseille, Gênes, on ne fait encore pas Qingdao. Et c'est le 7e. Qingdao augmente tous les 3 mois de la valeur de Saint-Nazaire. Et on leur renvoie à vide 2 containers sur 3. Donc il y a des vrais enjeux, mais il faut qu'on leur renvoie avec transparence, avec ces outils-là. On a trop l'idée, je pense, chez nous, de l'export, qui soit un export qui soit un export de dégagement et de masse. On ne sera jamais placé là-dessus. Alors je l'ai mis dans le livre, je peux le dire, parce que maintenant je l'ai écrit, puis je l'assume. Pour moi, la rupture, elle est 1974, à la mort de Pompidou. Xavier, dans le livre qu'il a eu le temps de publier avant de nous quitter, on ne partage pas là-dessus, parce que lui le voit plus tard. Vous voyez plutôt Giscard comme quelque chose de positif, pas moi. Pourquoi? Parce que c'est là que la France est vraiment rentrée dans le keynésisme. C'est-à-dire la relance par la consommation. Et ce qu'on a appelé l'autogestion entre la puissante FNSEA, et on en est fiers qu'elle soit puissante, et l'État, pour moi, c'est terminé en 1974. Après, elle a été singée. Le vrai deal a été passé en 1974 entre Giscard et la grande distribution, pour donner du pouvoir d'achat aux Français, en banalisant, en diminuant, en compressant au plus bas possible les produits alimentaires, ce qui nous permet d'en gaspiller un tiers. Et tant qu'on ne changera pas ça, pourquoi c'est là la rupture? On avait 2 choix là. On avait le choix entre la relance par la consommation, comme on l'a fait en choisissant le keynésisme. Je ne vous dis pas après Mitterrand, parce que c'est la Bible, le keynésisme, c'est la Bible des socialistes. Donc ça a été exacerbé après par Mitterrand. L'autre choix, qui aurait été celui de Chaban-Delmas, mais on ne l'a pas choisi, c'était l'école de Vienne, c'était Schumpeter, c'était la relance par l'innovation, ce qu'ont choisi les Allemands. Et tant qu'on n'aura pas inversé là, pour moi l'enjeu il est là. C'est d'inverser de l'un à l'autre. Et la créativité, je pense qu'elle peut venir par là.
Et on ne pourra développer que par la créativité. Par l'autre déclic, qui c'est qui le fera, puis où, puis comment, alors ça, moi, ça, j'en sais rien, par contre. Je pense que, comme on est un pays révolutionnaire qui avance que par rupture, ben, il faut qu'il y en ait une. Est-ce qu'elle est arrivée? Quand j'ai écrit dans L'avenir c'est demain, en 2035, parce que mon récit, je le mets en 2035, en me promenant avec ma petite fille dans les coteaux de la Bitardière, il dit que la famine qui a failli nous emporter en 2018, ben, je suis pas loin de penser qu'il faudra quelque chose comme ça pour qu'on réagisse. Hervé, je vais changer de sujet avec une question sur la formation, parce que tu nous as exposé brillamment un monde qui change, tout un secteur en pleine mutation. Je me posais la question de la formation des agriculteurs de demain. Comment on les prépare à tout ça? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont engagées? Comment on les prépare à tout ça? Comment on les forme? Et puis, une deuxième question sous-jacente, c'est quoi le profil de l'exploitant de demain? Enfin, à quoi il va ressembler? Est-ce que c'est un super savant, un super technicien, un super exploitant, un super communicant? Enfin, quelle qualité il aura? Par la deuxième, par la fin, en prenant l'exemple des robots de traite. Si on met un robot de traite dans les mains d'un bon éleveur, il fera des prodiges. Si on met un robot de traite dans les mains d'un sagouin qui n'a jamais su élever une vache, c'est une catastrophe. Donc le bon agriculteur, le bon éleveur, c'est celui qui saura observer ses cultures, qui saura observer ses animaux. Et ça, il y a une partie qui s'apprend, mais il y a une partie qui ne s'apprend pas. Donc je pense que le bon agriculteur demain, ce ne sera pas un savant, ce sera quelqu'un qui saura observer. Et après, la machine, elle sera là pour aider. Parce que ceux qui disent comme ça, le robot détruit de l'emploi, oui. Ils n'ont jamais vissé les boulons chez Renault, ceux qui disent ça quand même. Et puis, ils n'ont jamais trait les vaches comme Christine l'a fait. Pour moi, je ne peux pas dire c'est pas moi qui l'ai fait, c'est elle qui l'a fait. Pendant 25 ans. Puis ma maman qui est à côté, qui l'a fait bien longtemps avant. Et puis avoir mal aux bras et aux épaules en permanence. Donc ceux qui disent que les robots ont détruit l'emploi, ils n'ont pas fait ça avant. Mais donc ça va permettre de libérer ces tâches-là. Mais après, je pense que le bon paysan de demain, et j'emploie le mot à dessein, ça sera d'abord celui qui saura observer sa terre, qui saura observer ses animaux, qui saura faire ça. Alors après, la formation. Je pense d'une part que ça s'est déjà commencé. On ouvrira des portefeuilles de formation aux gens pour se former tout au long de leur vie et capitaliser sur une formation. Et on se formera partout. On se formera à l'école. On se formera sur nos smartphones. On se formera dans le tracteur. On se formera... Dans le premier livre, j'ai écrit quelque chose là-dessus, sur les évolutions. Je pense que les formateurs et puis les conseillers, c'est des métiers qui vont changer. Jusqu'ici, ça sera peu des apporteurs de savoir. Les deux plus grands apporteurs de savoir au monde maintenant, c'est Google et c'est Wikipédia. Et sa vocation à le rester, voire à se développer. Par contre, autant qu'on est dans cette salle-là, si on tape le même mot sur Google, on n'aura pas la même réponse. Et après, le rôle d'un formateur, le rôle d'un conseiller, ça sera ou en groupe ou en coaching, de faire sortir la vérité dont on a besoin à un moment pour répondre à une question précise. Donc je pense que la formation, là je parle sous le contrôle de Morgane Carmarek, mon directeur des établis, mais ça sera des gens qui sauront ouvrir le cerveau des gens plus que de leur apporter une connaissance, pour les paysans comme pour les autres. Moi, Hervé, je vais faire un petit peu exprès de te provoquer. Tu connais mon parcours, nos points communs. Tu connais, comment dire, mon appétence aussi pour tout ce qui est du domaine collaboratif. Mais je vais reprendre l'image des étourneaux. Moi, les étourneaux, pour moi, c'est une très mauvaise image, sont des nuisibles. Je regarde ces bestioles. Et toi, tu m'expliques qu'ils fonctionnent bien parce qu'il n'y a pas de chef. Donc le sujet, c'est sur la gouvernance. J'aimerais que tu me dises si tu vois une limite au fait que justement tout le monde puisse participer, mais que personne ne dirige. Aujourd'hui, je vais avoir bientôt 50 ans, je vénère, j'adore les modèles de start-up, mais ça, j'arrive même pas encore à y croire. Voilà, je voulais avoir ton avis sur ce sujet. Les chefs. Là, moi, je veux m'en référer à des gens qui sont beaucoup plus forts que moi. Je me dis quelque part, de façon très basique, quand des gens de la valeur de Michel Serres, d'Edgar Morin ou quelques autres comme ça vont dans ce sens-là, je me dis, bon, ils sont trop intelligents vraiment pour se tromper quand même, malgré tout. Alors, ça, c'est un raccourci qui est très facile, mais qui mène pas à grand-chose. Après,
jusqu'ici, un chef ne valait que par l'ignorance des autres. Ça sera de moins en moins vrai, parce que la connaissance est beaucoup plus partagée, beaucoup plus diffuse. Et un chef, ça sera un guide qui sera emmené, mais qui devra en permanence prouver qu'il est encore le guide. Et Dieu sait si c'est dur, quoi. Et je ne crois pas dans la chienlit, je ne crois pas dans la pagaille. Mais pour emmener des choses, ça s'organisera différemment. C'est tout le passage d'un monde vertical à un monde horizontal. Les choses ont été structurées de façon verticale parce qu'on ne pouvait pas les mettre autrement. Tout se tient, tout se lit maintenant. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement pour la campagne électorale. La façon dont on est capable de monter ou de démonter les gens de la façon dont ça se fait. Le besoin de prouver les choses. Mais alors, à côté de ça, il y a un autre monde qui se construit, je dirais que c'est celui de la vraie vie, où les gens continuent à travailler, continuent à faire les choses. Il y a l'exemple de... Alors, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas pu le prouver, mais que j'ai largement entendu, de la crise des subprimes en Californie. San Francisco est partagé en deux. Chaque côté de la rivière, du fleuve, il y a la Silicon Valley d'un côté immédiatement riche, et de l'autre côté des banlieues qui sont aussi pauvres. Avec, au moment de la crise des subprimes, des villes entières, des communes qui ont fait faillite. Qui dit faire faillite là-bas, c'est plus de services publics, plus de ramassage de poubelles, plus de police, plus rien. Les gens se sont organisés eux-mêmes, directement, via les réseaux sociaux. Et on reconstruit quelque chose comme ça. Parce qu'ils étaient dans la nécessité de le faire. Et n'oublions pas ce que je vous ai montré au début, hein, c'est qu'on se focalise sur une Europe et une Amérique du Nord. Ils sont vachement forts, les Américains. Quand tu es capable d'élire le loulou qu'ils ont élu, tu n'as plus trop de leçons à donner à grand monde quand même. Hein. On s'imagine qu'on est encore les maîtres du monde quand la moitié de l'humanité est à l'autre bout de la planète, quand l'Afrique se développe de la façon dont il se développe en termes de population. On ne tient plus les choses de la façon dont on est organisé. Donc une autre va devoir se construire. Moi, je n'ai pas la clé de la façon dont on va se construire. Ce que je sais, c'est que celle qu'on a construite, nous, cette civilisation-là, arrive plutôt à sa fin, et une autre va se faire. Je n'ai pas dit non plus qu'elle ne serait pas dans la douleur. Si on prend la dernière grande révolution qu'il y a eu avant celle-là, pour moi, qui est celle de l'imprimerie, maintenant, quand on parle de l'imprimerie, on parle de quoi? De la Renaissance, des Lumières, tout ce qu'il y a eu de bien, parce qu'on parle de l'apogée. On oublie de dire après qu'à partir de la fin des Lumières, ça commençait à être un peu la décadence pour arriver à ce qu'on a maintenant. Mais n'oublions pas qu'avant d'arriver à la Renaissance et aux Lumières, le premier livre qui a été imprimé, c'était la Bible, ce qui a permis à certains de voir qu'entre la réalité qui était écrite, entre ce qui était écrit et la réalité de ce qu'ils vivaient, c'était pas tout à fait pareil, et c'est ce qui a créé la Réforme, et puis qu'ils s'en foutus sur la gueule. Donc, j'ai pas dit qu'on passerait pas par des phases terribles qui seraient celles-là. Hein. Je pense même qu'on y passera par ces phases-là, pour construire autre chose. C'est pas le monde des bisounours, c'est le monde dans lequel on rentre. Mais à force de jouer avec le feu, avec les systèmes tels qu'on a, mais pourquoi on joue avec le feu? Parce qu'ils tiennent plus de trop. Parce que derrière la réalité dans laquelle on est, il y a quand même un certain nombre de grandes inégalités. L'histoire de la monnaie qui domine les choses, quand on parle de la monnaie qui domine les systèmes, quand on entend parler de l'Europe, la façon du dysfonctionnement qu'il y a entre des pays qui sont riches, qui veulent imposer une rigueur à d'autres et tout ça, il y a des choses qui ne peuvent pas tenir. Qui ne peuvent pas tenir. Et c'est toujours où il y a le plus d'hommes en nombre, où il y aura le plus de puissance. Tu as toujours développé certaines valeurs, comme beaucoup d'autres ici, autour, pour les journalistes, de la déontologie qui a, pour ainsi dire, disparu, ou les grandes valeurs de l'éthique. Alors, pour toi, comment peut-on faire vivre ces valeurs avec toute cette communication et cette non-maîtrise? Parce que quand on voit les réseaux sociaux où chacun impunément peut écrire tout ce qu'il veut sur l'autre, où est-ce que ça va nous conduire? Est-ce qu'on risque pas un jour d'avoir un bug? Si, on peut l'avoir, mais déjà la première chose, c'est effectivement, il y a des choses horribles qu'on va véhiculer. Je suis pas sûr qu'il y en a plus qu'avant, il y a plus de gens qui les voient. Raison supplémentaire pour y mettre du beau. c'est
Certains prédisent aussi un monde transhumanisme où la machine va prendre le pas sur l'homme. Ça, moi, j'y crois pas une seconde, parce que le plus de l'homme, c'est l'homme, c'est l'art, c'est la culture que la machine n'aura pas. Le beau. Et c'est par le beau qu'on arrivera, alors ça peut paraître angélique, mais véhiculer ces éléments-là, parce qu'effectivement, ils se véhiculent des choses qui sont pas belles. Mais plus on en mettra des belles dessus, moins on sera discret sur ce qui est beau, moins on laissera de place pour l'autre. C'est une question de rapport de force entre l'un et l'autre et de rapport de flux. Mais tu n'empêcheras pas ce qui est mauvais. Mais tu donneras, pour revenir à quelque chose de plus terre à terre, et puis qui me concerne plus, depuis quasiment le début, sur les réseaux sociaux, vous m'avez très peu vu mettre des choses négatives sur l'agriculture comme sur autre chose. Toujours y aller avec un message positif. Et le moins possible, même si ça m'a démangé plus d'une fois, en flinguant, en critiquant ce que d'autres peuvent mettre. On a vu récemment avec ce qu'on vit depuis ce week-end, des choses pas belles se mettre, horribles. T'en as vécu malheureusement, Luc, des choses comme ça à certaines périodes. C'est pas en les contrant qu'on arrive à améliorer, mais c'est en les faisant dépasser en volume par des choses qui, elles, sont positives. Il y a un autre petit point que tu n'as pas dit sur toi aussi, parce que justement tu parles d'écriture, mais là c'est l'écriture un peu technique. Et si mes copains maintenant me dévoilent tout de moi, je vous invite plus, moi. Ouais. Si, parce que c'est un domaine public. C'était ton blog, et je me posais la question de savoir si un jour tu allais reprendre l'écriture de ta poésie sur le blog, parce que tu as ce talent-là en plus. Alors, je pense qu'un jour je recommencerai ça. Je pense qu'un jour je le recommencerai, mais bon, les journées font que 24 heures. J'ai la chance de ne pas dormir beaucoup. Mais malgré tout, il faut dormir un peu. Je ne peux pas faire les deux d'un coup. Je me suis fixé que ça, il y aurait une trilogie, donc il y en a un autre à écrire. Je ne sais pas quand il sera écrit, mais il y en aura un troisième, si mon Dieu me donne la vie pour le faire. Peut-être qu'après, je reprendrai, mais je ne suis pas capable de faire les deux ensemble. Le blog, je l'ai arrêté aussi pour une raison technique à un moment, c'est qu'il m'a été piraté et je n'ai pas pu continuer à écrire dessus. Ce qui est regrettable, mais il existe toujours. Hein. Il y a à peu près une grosse moitié, pas les deux tiers, mais une grosse moitié du blog qui est prêt à être imprimé. À Marie-Laure, qui est adorable, mais celui-là, elle n'en veut pas. Elle veut pas, c'est pas dans sa ligne éditoriale, donc celui-là, elle veut pas le prendre, mais je la comprends, je la taquine, mais c'est effectivement pas dans la... Et puis après, trouver un autre éditeur, j'avouerai que je m'en suis pas vraiment préoccupé pour le moment. J'ai envie de le faire un jour, mais reprendre à écrire des choses comme ça, oui, ça me tente, mais écrire, faire des conférences, assumer un certain nombre de choses quand même à côté. J'ai pas le temps. C'est pas le temps d'écrire. C'est l'esprit suffisamment agile pour le faire en même temps, quoi. Bonsoir Hervé, merci beaucoup. Et Christophe, je me pose la question, est-ce que le digital ne va pas accélérer la concentration des fermes ? Puisque au vu des moyens, des nouvelles façons de travailler, ça ne va pas justement accélérer la création de fermes de 1000 vaches? Alors deux choses. La première, pour moi, c'est pas tabou la ferme des 1000 vaches. Philippe peut en témoigner. On a vu des fermes en Israël. On a vu une ferme avec 4000 vaches fonctionnant quasiment en bio, en utilisant à fond le data. Et avec des animaux qui étaient dans une forme extraordinaire. Avec des vaches qui étaient entre 13 et 14 000 kilos de moyenne, je peux vous jurer que pour arriver à des productions comme ça, il vaut mieux qu'elles soient en forme, les bestioles. Et donc ça, pour moi, c'est pas tabou. Après, ça dépend de l'orientation qu'on y donne. Quand j'essaye de porter ce que seront les réseaux collaboratifs maillés, c'est pas du tout pour aller vers de la concentration. L'orientation qu'on donnera demain, qui se donnera demain parce qu'on ne maîtrisera pas tout, fera qu'on ira de l'un à l'autre. Je pense que l'ultra-concentration sera invivable. Je pense qu'on sera beaucoup plus efficace en réseau qu'en concentration. Ça ne veut pas dire... On a deux grands exemples actuellement en France de gros troupeaux qui ont fait l'actualité. La ferme des 1000 vaches, la ferme des 1000 veaux. Il n'y a rien qui les rapproche. D'un côté, un projet capitalistique de valoriser de l'argent en mettant 1000 animaux, ou un peu plus, mais à la limite, c'est pas le nombre qui compte, ensemble, avec des salariés qui s'en occupent pour avoir une plus-value d'un capital engagé, c'est pas notre modèle. D'un autre côté, on a 40 agriculteurs qui se sont mis ensemble
pour valoriser un atelier commun qui est sous un même bâtiment, mais ce n'est pas du tout le même projet. Ça, c'est du collaboratif. Certes groupé, mais pour faire des économies d'échelle sur un certain nombre d'éléments, notamment touchant à l'environnement, parce que quand on veut faire au bout tout ce qu'il faut pour pas polluer, c'est-à-dire pour pas envoyer d'azote ou de nitrate, pour mettre des lagunages, pour faire de la méthanisation comme c'est dans cette ferme-là, il faut un certain volume pour pouvoir le faire. Parce que l'unité de méthanisation, si on l'a fait pour 1000 ou pour 200, elle ne coûtera pas 5 fois plus cher pour 1000 que pour 200. Donc ça, mais par contre, c'est un projet collaboratif. C'est pas de la concentration. C'est pas la même chose. Ça, c'est le modèle dans lequel je crois, mais je suis pas le seul. Faire un tout petit peu de propagande, c'en est pas, mais le projet de la FNSEA, c'est sûr, c'est pas une ferme des 1000 vaches. Dans tout ce que tu viens de dire là, j'irais c'est bien, mais est-ce que l'Europe te laissera faire? L'Europe, elle sera celle qu'on fera. Hein. On a l'Europe qu'on mérite. Comme on a la France qu'on mérite. On critique nos politiques, mais il faudrait d'abord qu'on se pose la question, ça mérite mieux que ce qu'on a, ce que je crois pas. L'Europe, c'est pas une nébuleuse qui est loin. C'est quelque chose qui nous appartient, qu'on se doit de construire ou de pas construire. J'ai eu l'opportunité cette année d'aller au congrès du COPA, qui est l'organisation européenne des organisations agricoles. J'ai vu 25 ou 27, je ne pense pas qu'il y avait les 27, délégations les unes à côté des autres, mais pas une unité. S'il n'y a pas un fait européen qui se porte ensemble demain, effectivement, on ira vers ça. Mais si on laisse faire une machine froide, insipide, qui nous gouverne, effectivement, on la subira. Mais si on la veut vraiment, c'est très politique peut-être, mais à la limite, pourquoi pas, si on veut vraiment un projet, ça sera celui qu'on voudra construire, agricole ou pas agricole. Les discussions qui se font, Joël, mais c'est pas le but ce soir, on témoignerait mieux que moi, qui sont en train de se préparer pour une Europe agricole de l'après 2020 au 2022, c'est le projet qui va se construire comme ça et qu'on emmènera. On aura celle qu'on mérite, qu'on saura aller porter. Alors je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'on n'aura pas des réticences, mais faut pas dire que c'est la faute des autres, quoi.